Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux de l'instant présent ou de l'après-PN. Moi, je crois que je vais rappeler l'après-PN, j'aime bien ce mot-là. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler des tuteurs de résilience. J'ai trouvé un article que j'ai survolé, que je vais étudier en direct. Voilà, parce que le temps m'est compté. Je me dis autant faire les choses en direct. Et les tuteurs de résilience, pour moi, j'en ai entendu parler avec Boris Cyrulnik. Je te recommande vraiment ses livres. Et en fait, qui explique, ou peut-être de trucs sur Internet, qui explique en gros que les enfants qui sont traumatisés, ils s'intéressent à comment ils ont surmonté. Comment ils ont surmonté leur traumatisme et comment ils ont acquis la capacité de dépasser, merde, la résilience, il y a un C, oui, la capacité à dépasser ce traumatisme. Par exemple, ça peut être, bon, on parle de père narcissique, mais par exemple, ça peut être la mort d'un parent, tu vois. Je te parle pas, ou du coup, traumatisme lié au PN, parce que pour moi, ça peut être vraiment très traumatique. Et un des caractéristiques qui est essentiel, c'est, et ce que je te recommande à faire pour ton enfant si tu en as un, même pour toi si tu es victime PN, à créer des liens avec les autres, à des liens affectifs. Et ces liens affectifs que tu peux créer, bah, tu peux trouver dans la vie de tous les jours, ou même moi peut-être finalement je peux être un de ces tuteurs de réseau, quoi. Je sais pas si moi je peux l'être, mais en tout cas, toutes ces personnes qu'on suit sur Internet, finalement, est-ce que eux ne font pas office de tuteurs de résilience par leurs mots ou par leurs explications, pour le fait que je peux te dire, bah ouais, moi je te comprends, j'ai vécu ça, et est-ce que ça peut pas aider? Mais bon, ça suffit pas par Internet, je pense. Mais en tout cas, c'est de trouver des tuteurs de résilience ou de se trouver, moi, ce que j'appelle des personnes positives. Même si tu le sais, moi, la psychologie positive, j'aime pas trop ça. Toi, des amis. Moi, il y a un de mes meilleurs potes, voilà, qui a été très important pour moi. Je suis sorti avec une nana. Bon, c'est fini, mais c'est quelqu'un qui était très résilient. Mais voilà, ça peut être des amis féminins, tu vois, même si c'est des. Mais l'idée, c'est de savoir bien s'entourer, tu vois, de faire attention à ton entourage. Et bon, bah, de toute façon, je pense que si t'as été victime de pervers narcissique, t'es un peu parano et tu vois, moi je sais, quand je faisais des rencontres, je me posais la question, ouais, mais est-ce que c'est pas une manipulatrice, est-ce que c'est pas un manipulateur? J'étais un peu, c'est un peu à outrance, mais je pense que c'est un moyen de défense. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est que les tuteurs de résilience? C'est ça ma question et c'est ça qu'on va étudier dès maintenant, parce que j'ai trouvé un article scientifique qui parle de ça. Donc allons-y, le voilà, les caractéristiques des tuteurs de résilience par Jacques Lecomte. Donc voilà, donc c'est apparemment un chercheur en infirmerie. Je sais pas si c'est en infirmerie, mais soins, de recherche en soins infirmiers. Bref, j'ai pas trop de détails, mais bon, en tout cas, c'est sur le cairn.info. Alors, les éléments qui permettent à un enfant blessé de devenir résilient. Parce que toi, finalement, tiens, merde, j'aurais dû désactiver un truc, bon, c'est pas grave. Je pense que toi-même, alors je pense que cette vidéo peut être intéressante si t'as un enfant que tu veux protéger de son parent père narcissique, ou si toi-même tu te considères en tant qu'enfant intérieur à devenir résilient, à dépasser cette souffrance que tu peux avoir. Ils ont rien d'extraordinaire. L'idée, c'est de se sentir, je vais faire ça, se sentir aimé. Ça marche pas ça, comme j'écris. Quoi? Ah oui, je peux faire ça, se sentir aimé. Attends, je découvre le logiciel en même temps que toi. Mais je pensais que ça pouvait écrire. Ah oui, mais ça écrit blanc, c'est con. Attends, je galère un peu. Hop, touc. Attends, bouge pas 2 secondes. Attends, je vais mettre pause. Ah, je peux pas mettre pause. Ah merde, je peux pas mettre pause à vidéo. Attends, bouge pas, je vais juste changer la couleur. On va prendre vert, on va faire ça. Hop, et là je peux faire un petit Non, ça marche pas. Ah voilà, je vais faire un petit dessin. Ça va, putain, je vais mieux. Ah oui, mais alors c'est con, les dessins ça marche pas parce que... Bref, on s'en fout des dessins.
Mais j'aime bien faire des petits dessins, tu me connais. Les enfants... Putain, que ça m'agace. Bon, j'arrête, j'avance. Les enfants qui permettent à un enfant blessé de devenir résilient n'ont rien d'extraordinaire. Se sentir aimé, se développer dans un cadre structurant, découvrir que la vie a du sens en sont les principales facettes. Attends, j'aimerais bien, comment je fais pour faire... Attends. Désolé. Ouais, je continue la vidéo, désolé, hein, j'appréhende ce logiciel, mais qui est pas mal. Et là, j'ai compris. Donc, voilà, bref, je passe. Donc, premier point dont il parle, c'est tisser des liens, qui est là. Tac. Les résilients... Ah ouais, après, il faut que je rechange. Bon, attends, je vais rester avec la souris, c'est plus simple. Les résilients ne sont pas des héros solitaires dignes d'admiration pour avoir surmonté les pires difficultés. C'est des femmes ordinaires. Au fil des entretiens que j'ai menés, je peux constater que certaines attitudes des tuteurs de résilience revenaient régulièrement. Il est intéressant de les connaître éventuellement pour s'en inspirer, à condition toutefois de ne pas les considérer comme un catalogue à suivre, un manuel des bonnes pratiques conduisant à coup sûr à la résilience. Il manifeste de l'empathie, de l'affection, il s'intéresse prioritairement au côté positif de la personne, il laisse à l'autre la liberté de parler ou de se taire, il ne se décourage pas face aux échecs apparents, ça c'est hyper important, il respecte le parcours de résilience d'autrui, il facilite l'estime de soi d'autrui, ils évitent les gentilles phrases qui font mal. Alors il rentre dans le détail, il manifeste de l'empathie et de l'affection. Pour entrer pleinement dans le processus de résilience, l'enfant doit ressentir qu'un adulte porte sur lui un regard inspiré par un véritable intérêt personnel, une sensibilité authentique face à la souffrance qu'il perçoit chez ce petit homme. C'est le principal élément facilitateur de résilience, porter de l'intérêt. Voici par exemple le témoignage de patati patata. Une personne a joué un rôle essentiel de tuteur de résilience à deuxième maîtresse d'école primaire. Elle ne m'a jamais fait de reproches concernant mes retards, mes endormissements en classe, mes vêtements sales. Elle m'a souvent répété que j'étais intelligente, me faisait faire des calculs pendant la récréation, me défendait quand les camarades de classe se moquaient de moi. Elle m'a coiffé, m'a appris à me brosser les dents, à utiliser du savon. En quelques mois, souligne-t-elle, elle a réussi à me pardonner, elle a réussi à me redonner courage et espoir. Alors, je fais une parenthèse, c'est marrant, j'ai fait un lapsus révélateur, se réussir à se pardonner. Ça, c'est ce que je dois réussir à me faire. Désormais, je savais qu'il y avait vraiment des adultes qui faisaient autrement que mes parents, que ce qu'ils disaient correspondait à ce qu'ils faisaient et que je voyais d'eux. Et elle était si gentille avec moi. Bah, tu vois, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à la chaîne YouTube MPN de François, manipulateur toxique, le diable. Tape MPN, diable. Et à un moment donné, il parle qu'en fait, voilà, lui, il a eu des parents pères narcissiques, père et mère, tu vois. Toute la famille était pourrie, en gros. Et il expliquait qu'il avait réussi à avoir la résilience, ce contact par la voisine qui l'a laissé rentrer quand il sortait de l'école pour goûter et regarder les dessins animés. Et ce qu'il expliquait, c'est que juste parce qu'elle l'a touché le bras, elle a senti de l'amour et ce qu'il disait, c'est ça qui m'a sauvé d'avoir ce contact avec elle. Lui, il a vraiment une famille hyper pervers, narcissique, toxique, tout ce que tu veux, quoi. Et c'est un peu ça qui est dit, c'est que votre enfant, même vous, même si on n'a pas eu les parents idéaux, on peut avoir des tuteurs, des aides d'autres personnes, on peut le trouver ailleurs. C'est ce qu'explique Boris Cyrulnik dans ses livres, c'est contrairement à l'idée répandue, il faut que ça vienne du papa et de la maman. Non, pas du tout en fait. C'est ce qu'il explique. Non, en fait, scientifiquement, c'était prouvé par les recherches là-dessus que bah si voilà, si un enfant qui a des soins par une personne neutre et qui lui porte de l'intérêt, ça a de l'influence comme si c'était son père ou sa mère en fait. Il peut s'attacher et créer ce lien-là avec lui. Ce qui est primordial, je pense que si vous avez un enfant avec un père narcissique, c'est d'arriver, d'essayer, quand c'est possible, si c'est pas trop tard. Voilà, parce que je sais pour certains c'est trop tard, d'arriver à apporter de l'intérêt, de créer ce lien. Et le père narcissique fera tout pour vous empêcher d'avoir ce lien. Il s'intéresse prioritairement au côté positif de la personne. Chacun de nous a des zones d'ombre et ses zones de lumière. Le tuteur de résilience, bien qu'il ne soit pas naïf et qu'il ait conscience des faces d'ombre de la personne qui est en face de lui, s'intéresse cependant prioritairement à ses faces de lumière. Donc quelqu'un qui voit vraiment le verre à moitié plein.
Au cours de nos 22 années de vie commune, ma femme Martine ne m'a jamais enfoncé la tête dans l'eau lors de mes petits et grands dérapages. Ma femme a toujours dit qu'elle avait vu mon cœur en premier. Elle a discerné ce qu'il était beau en moi. Cela j'admire car je ne devais pas être évident. Finalement, ces tuteurs de résilience, c'est un peu l'inverse des pervers narcissiques, quoi. On peut dire, hein, mais... Martine aurait pu se focaliser sur le fait que Tim entraînait derrière elle un lourd parcours, patati patata. Attends, je passe un petit peu, évidemment, je vais pas tout lire. Je te mets l'article en description, si ça t'intéresse. Euh... Il laisse à l'autre la liberté de parler ou de se taire. Il y a une très grande différence entre la liberté de parler et l'obligation de parler. Beaucoup de gens pensent que ça fait du bien de parler de ses problèmes. Oui, mais dans certaines conditions seulement. Tout dépend de la personne qui nous écoute, de la façon dont les confidences sont exprimées et reçues. Le tuteur de résilience ne cherche pas à forcer les confidences, il laisse la personne libre de s'exprimer ou non, et au rythme qui est le sien. Un enfant caché de la Shoah, devenu adulte, a dit un jour à une amie, ne pas parler de ce passé, ce n'est pas l'oreiller, c'est peut-être bien au contraire essayer de le garder au plus profond de soi-même, comme un secret qui ne se partage pas. Le seul héritage possible quand l'image de tes parents s'estompe et qu'il ne te reste même pas de photos pour la récupérer. Troisième point, il ne se décourage pas face aux échecs apparents. Concevoir la résilience non comme un état mais comme un processus aide à considérer les moments difficiles comme des étapes plutôt que comme des échecs. Bien entendu, nous préférerions que le parcours de résilience de la personne dont nous avons la charge soit linéaire, allant régulièrement de progrès en progrès, mais c'est rarement le cas. Il s'agit plutôt d'un parcours sinusoïdal, fait d'avancées, de recul. Gardez toujours espoir en considérant que ce qui constitue apparemment un échec n'est qu'une étape dans un parcours de vie, certainement une des attitudes les plus susceptibles de faciliter la résilience. Bah, c'est vrai que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est ce qu'on dit. Il faut aussi l'accepter. Il respecte le parcours de résilience d'autrui, même s'il existe des grands principes du processus de résilience, ceux-ci se manifestent toujours concrètement d'une manière spécifique à chaque situation. Chaque parcours de résilience est unique, il est impossible de généraliser. Deux exemples parmi d'autres, la religion et la thérapie. Ça, c'est intéressant. La religion et la thérapie. La religion joue un rôle important dans le parcours de certains résilients. Il serait évidemment tout à fait déplacé d'en conclure qu'il faut nécessairement être croyant pour devenir résilient, mais inversement, il serait tout aussi malvenu de sourire avec condescendance de la faiblesse d'esprit de celui qui trouve dans la religion un sens à son existence. C'est vrai que je vois par vos commentaires, il y en a pas mal qui sont vachement axés sur la spiritualité, la religion, chose que je respecte, tu vois, et moi c'est moins le cas. Parce que je suis un peu, je suis très cartésien, pourtant il y a des scientifiques qui sont très religieux et croyants, donc ça n'empêche pas. Mais en tout cas, voilà, moi je vais moins les chercher dans la religion, c'est évident. Mais c'est clair que la religion, ça touche à des problèmes que la société ne t'explique pas. Tu vois, si tu te renseignes pas un peu sur la psychologie, la sociologie, donc c'est quand même intéressant, probablement. Et surtout le fait de croire, de la croyance, quoi. Ça, on est des êtres de croyance. Même si moi, je crois pas à la religion, à telle religion, je crois que je crois pas. Bon, en vérité, je suis agnostique, je suis pas athée. De même, certaines personnes estiment qu'une seule thérapie permet d'être vraiment résilient. Enfin, ça, je le crois pas du tout. Tu vois, je suis ni dans l'un ni dans l'autre. Or, de nombreuses personnes se sont relevées de leur souffrance sans passer par ce chemin. Inversement, il serait erroné de penser qu'il est inutile de faire une thérapie puisque certains s'en sortent sans cela. Encore une fois, chaque parcours est spécifique, doit être respecté dans sa singularité, mais ne peut servir de modèle général pour d'autres personnes. Évidemment, je pense que chacun aura son parcours. Maintenant, je pense qu'on peut faire des bases de thérapie générale, des outils, des processus à utiliser et à faire. Toi, comme par exemple, faire de la méditation, faire les affirmations positives, donc des fois je parle. Et après, tu vois si ça marche ou ça marche pas pour toi, et puis tu vas picorer, quoi. Finalement, là, je suis en train de lire un livre spirituel, tu vois, alors que je suis pas du tout croyant spirituel, et je picore, tu vois, il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Je t'en parlerai, je t'en ferai des vidéos, puis il y a d'autres, il me parle de Jésus qui a dit, franchement, ça me gaffe, quoi. Voilà, pour moi, enfin bref, bon, je veux pas choquer tes croyances ou quoi, tu vois. Donc, mais je prends ce qui est intéressant, tu vois.
Et je pense que si tu es dans une démarche de reconstruction, je pense qu'il y a bon à prendre et de faire ton propre avis et de te forger toi ton opinion et d'être et de croire. Et même ouais, ce que je dis, tu vas pas être forcément d'accord, d'autres te dire ah ouais ça c'est intéressant, ou ce que je peux te dire, ça va rappeler des choses. Mais ouais, on est tous dans notre propre parcours et notre parcours est différent. Même si tu vois, je suis un peu en colère avec toutes ces thérapies, pour moi qui a pas marché, ou ces psychologues, parce que faut aller beaucoup plus loin que ça. Alors peut-être que ça coûte trop d'argent. Enfin, je suis persuadé que tu vois sur Internet on peut faire mieux. Enfin, je suis assez. Je pense qu'il y a des trucs à faire de A à Z, d'étapes, et de voir à la fin si ça marche. Et ouais, juste de parler, de comprendre, pour moi, ça suffit pas. Je pense que l'action, certaines choses sont importantes. Là, une de mes premières vidéos, je parlais des fleurs de bac, que je peux te recommander. Pour moi, ça a marché. J'ai discuté dans ma thérapie de groupe avec un des mecs qui est vraiment, enfin, en gros mal-être, mais quelqu'un de très intelligent, parce que c'est un groupe de surdoués, tu vois, donc il a 141 de QI. Moi, je sais pas si je suis surdoué, je me posais la question, je pense pas, enfin bref. Et je lui dis, les fleurs de bac, je lui dis, mais tu sais, les fleurs de bac, c'est un effet placebo, tu vois. Ah, il fait, mais non, ça a été prouvé, machin. Je dis, oui, mais ça marche, avec moi, ça a marché, tu vois. Mais je sais que c'est un effet placebo et tout. Il fait, ah, mais non, ils ont fait des études, ils ont fait des tests petit à petit avec les gens, avec les différentes plantes. Je fais, putain, le mec, il a 141 de QI. Mais bon, c'est sa croyance, peut-être que tu penses ça aussi. Enfin, moi, j'y crois pas. Peu importe, ce qui compte, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. On s'en fout que ce soit vrai ou pas. Mais faut respecter le parcours et bref, là, je me suis un peu noyé dans mon explication. Bon, je continue. Il facilite l'estime de soi d'autrui. Deux éléments majeurs sont susceptibles de faciliter le développement de l'estime de soi. Sentir qu'on a de la valeur aux yeux d'autrui. Ça, je le fais vraiment sentir à mon fils. Se prouver à soi-même qu'on a de la valeur. Ouais, alors ça c'est hyper important et moi c'est ma difficulté. J'ai du mal à me prouver à moi-même que j'ai de la valeur. Mais vous avez de la valeur, on a de la valeur. Et la question c'est comment démontrer qu'on a de la valeur. Putain, je vais le copier ce truc-là, ça m'intéresse. Hop, regarde ce que je vais faire. Je fais un truc trop cool. Je vais faire ça, je vais faire gling gling gling. Paf. Hop, et je vais me l'enregistrer là pour plus tard. Voilà, comme ça, je me l'enregistre. Ces deux aspects sont complémentaires. Il est évident que l'estime de soi d'un individu peut s'améliorer lorsqu'une personne significative à ses yeux lui exprime qu'elle croit en lui, qu'elle considère qu'il a de la valeur, mais le plus important à long terme est qu'il puisse se prouver à lui-même qu'il a de la valeur. L'attitude de certains adultes est particulièrement remarquable à cet égard. Ils s'efforcent de confronter le jeune à des défis correspondant à ses potentialités. Ce qui n'est pas simple à vrai dire. Un défi trop élevé risque de conduire à l'échec et donc au découragement. Un défi trop facile risque d'être pris comme une marque de dévalorisation. Bon, c'est hyper intéressant ça pour moi. Et c'est vrai que souvent, des fois, moi, je me donne des défis trop élevés, j'y arrive pas, et du coup, je vis mal l'échec. Et en même temps, je suis en recherche de défis. Mais prouvez-vous à vous-même que vous avez de la valeur. Prenez soin de vous. Et je cherche encore les outils pour y arriver. J'ai lu pas mal de bouquins sur l'estime de soi, dont de Christophe André, La confiance en soi, très technique, très scientifique, que j'ai pas terminé. Il y avait je me rappelle, il y avait une pyramide. Alors je sais plus comment il expliquait la pyramide, mais en gros, il y avait trois trucs. Il y avait, putain, merde, je sais plus. Genre en gros, il y avait l'amour de soi. Il y avait l'estime de soi, tu vois. Il y avait la confiance en soi. Alors ça se trouve, c'est pas dans le bon ordre, la pyramide, je sais plus. Tu vois, tout était expliqué, tout était détails techniques. Et en fait, ça m'a jamais rien servi, en fait, ce bouquin. Trop de détails, trop de techniques, trop de machins. Je doute pas que c'est la réalité, que scientifique. Et Christophe André, c'est un mec génial
Il est reconnu pour ses études de méditation et de faire il y a un livre sur la méditation, méditer jour après jour que je te conseille, que j'ai pas acheté mais j'en ai entendu du bien. Méditer jour après jour. Et t'as un CD audio dessus, t'as un CD audio. Et c'est pour tout ce qui est méditation guidée. Donc voilà, va aller voir ça. Je l'achèterai certainement un de ces quatre, mais ça fait chier les CD audio. Moi, je suis avec une tablette, j'ai plus de lecteur CD. Mais ça peut être intéressant. La première méditation que j'ai commencé, c'était avec ça. Ce que je voulais venir par là, c'est juste que j'ai essayé de travailler la confiance en soi, l'estime de soi, et la comprendre, comment ça fonctionne mécaniquement. Ça ne t'aidera pas à avoir confiance en toi. En tout cas pour moi. Désolé, je fais des généralités. Je vais à l'encontre de ce qui se dit, je fais des généralités. Après, à toi de faire le tri. Ça m'a pas servi. Ce qui m'a servi, c'est à me valoriser, à me dire des choses positives, à faire attention à moi, à partager aux autres. Cette chaîne YouTube, il aide vraiment beaucoup. Je continue. Ils évitent les gentilles phrases qui font mal. Les caractéristiques que je viens d'évoquer sont des attitudes positives, facilitatrices, mais les tuteurs de résilience savent aussi éviter les attitudes négatives, en particulier ce que j'appelle les gentilles phrases qui font mal. Donc là, en l'occurrence, elle parle de deux phrases. Je me mets à ta place. Tout ça, c'est du passé. Maintenant, il faut oublier. Alors, si tu dis je me mets à ta place, c'est une phrase assez fréquente et toxique. Bien que la personne qui le prononce le fasse avec un maximum d'empathie et la volonté d'apporter son soutien moral, mais le message est généralement très mal reçu. Une personne m'a dit que lorsqu'il lui est arrivé d'entendre cette phrase, elle a estimé qu'il s'agissait d'une véritable insulte à son histoire personnelle et à sa souffrance. Ce propos ne peut soulager que si celui qui l'entend sait que son interlocuteur a vécu une expérience identique ou très proche de la sienne. Sinon, cela signifie que finalement, le drame vécu n'est pas si grave que cela, puisque quelqu'un qui ne l'a pas vécu peut éprouver le ressenti de la victime. Certes, on peut se permettre des phrases telles que j'imagine ce que vous vivez, ça doit être vraiment dur, mais il est dangereux d'aller au-delà. Ça me fait penser avec une amie que j'étais, qui avait perdu sa mère quand elle était jeune, et ouais, je pouvais pas me mettre à sa place, tu vois. Mais la phrase tout ça c'est du passé, maintenant il faut oublier. Attends, je reprends là. Inversement, il est parfaitement envisageable que quelqu'un qui a vécu la même chose que l'individu en souffrance puisse en parler librement, à condition, bien entendu, de ne pas renverser les rôles. Un bon exemple de ce genre de situation nous est fourni par ce propos de Kevin, un adolescent qui s'est fait expulser de plusieurs établissements dans lesquels la justice l'avait adressé. Devenu adulte, il témoigne. Dès la première fois où je l'ai rencontré, Jim s'est montré amical. Quand il a vu dans mes dossiers que je n'avais pas eu de père, il m'a dit, je peux comprendre ce que tu ressens parce que quand j'étais plus jeune, mon père est mort. Tout ça, ah bah oui, là, il peut. C'est pour ça que vous vous rejoignez aussi à ma chaîne, c'est que finalement, vous savez que j'ai vécu ça, même si pour certains, ils sont des parents, moi, j'ai pas de parents père narcissiques. C'est différent. Ouais, vous savez que moi, vous pouvez m'en parler si vous voulez chatter avec moi. Bah ouais, je vous comprends, quoi. On comprend. Et quand on essaie d'expliquer à l'autre, mais j'ai jamais eu le cas, ah oui, je te comprends. Non, les gens, en tout cas avec la personne narcissique, ils compatissaient, mais ils s'abstenaient. Tout ça, c'est du passé, maintenant il faut oublier. Comme la précédente, cette phrase est généralement dite avec la volonté, alors ça c'est bien une phrase de ma mère, je pense, qu'elle pourrait dire. Avec la volonté explicite de soulager son destinataire, mais elle provoque l'effet exactement contraire. Elle est source fréquente de difficultés au sein des couples dont l'un subit des blessures d'enfance. Se sentant impuissant à accompagner son conjoint dans son travail de mémoire, la personne tient à des propos tels que « Mais enfin, oublie tout ça, tu es heureux avec moi et les enfants, ça ne sert à rien de repenser à ces trucs. » Mais tu peux pas, tu y penses tout le temps, enfin... J'ai pas vécu de traumatisme, de viol ou des choses comme ça, je peux pas me mettre à ta place, si t'as vécu ça. Mais attends, mais c'est quoi, faut que je dise? Je peux comprendre ce que tu ressens, parce que quand j'étais plus jeune... Ah non, merde, je me suis pas fait violer. Excuse-moi, moi, tu sais, mon humour, il est un peu cassant, mais... ouais, tu peux pas faire autrement que de ruminer, d'y repenser, quoi. C'est pour ça que le conseil que j'avais vu dans un bouquin, arrêtez de ruminer, d'accord, je suis d'accord, mais comment on fait? Moi, c'est des solutions que je recherche.
Les témoignages des résilients sont éloquents sur ce point de maintenir vivant le souvenir de ce qu'ils ont vécu, tout en lui donnant une interprétation positive. L'actrice, machin, se souvient à quel point sont de peu d'aide justement les personnes les plus intimes autour de moi. On n'avait qu'une hâte, par amour ou par amitié, c'était de me voir sortir de là le plus vite possible, alors que je venais à peine d'accepter d'y entrer. Moi, j'en parlais tout le temps à mes hôtes et les seules personnes à qui j'ai pu échanger, c'est les personnes qui l'avaient vécu, hein, soit par un parent, père narcissique, soit parce qu'ils ont vécu ça. Et c'était souvent des femmes. Hein, j'ai rencontré qu'un mec plus tard qui a vécu ça et elle est partie avec son gosse et je me vois pas lui en reparler, quoi. C'est terrible ce qui lui est arrivé pour moi, tu vois. Fournir des repères. Tiens, j'ai fait une vidéo sur ça, le père et les repères. L'enfant et l'adolescent en difficulté ont non seulement besoin d'amour, mais aussi de cadres structurants. Une erreur fondamentale serait de penser que le fait de tisser des liens est incompatible avec celui de poser des règles. Or, ces deux attitudes sont non seulement compatibles, mais plus encore complémentaires et nécessaires. C'est pourquoi les tuteurs de résilience savent généralement jouer sur les deux registres complémentaires du lien et de la loi. Ça m'intéresse énormément parce que j'ai du mal à structurer mon fils, à donner des règles, je suis un peu permissif. Et je sens que c'est mauvais, tu vois, faut que j'arrive à lui donner des règles. Au cours de ma recherche, plusieurs témoins m'ont fait remarquer à quel point ils avaient souffert du manque de repères dans l'univers familial. Deux personnes m'ont même dit, après avoir décrit des situations de maltraitance physique et psychologique, vous savez, au fond, ce n'est pas le plus grave. Je me suis alors demandé qu'est-ce qui pouvait encore m'être décrit. Non, le pire, c'était le manque de repères. Chez nous, il n'y avait aucune règle de vie, tout partait dans tous les sens. Quand Samira Bellil, qui a grandi dans une famille sans amour, qui a subi 3 vols collectifs, elle déclare: je souffre déjà de me reconstruire sans repère, sans soutien, sans pouvoir le moins du monde discuter de mes efforts. Il me faut beaucoup de temps pour comprendre que je n'obtiendrai aucune aide de la part de mes parents et je me sens dans une grande solitude morale. Ah ouais, ça m'intéresse. Certains adultes ont peur d'imposer des limites à l'enfant. Or, ne pas fixer de limites à l'enfant est une façon involontaire de ne pas le reconnaître à sa juste valeur, de ne pas le considérer comme un être suffisamment responsable de ses actes. Au final, la loi sans lien n'est que contrainte insupportable et dénuée de sens. Inversement, le lien sans loi s'apparente à du laxisme de la part de l'adulte et risque de générer un sentiment de toute puissance chez le jeune. De l'équilibre entre les deux peut émerger la cohérence éducative et par voie de conséquence la résilience. Il n'est évidemment pas question de fournir ici un catalogue de règles permettant de savoir à tout coup de que faire dans telle ou telle situation, car chaque individu est différent tant du côté de l'adulte que de l'enfant. Chaque institution également et chaque situation bien spécifique. L'important est d'avoir présent à l'esprit cette nécessité de la présence de règles structurantes complémentaires du lien tissé avec le jeune. Ouais, mais ça, c'est évident que je dois arriver à faire des règles pour une ligne de vie, quoi. Putain, dès que je refais cet appart, je le laisse trop sur son téléphone portable à jouer, enfin, c'est pas bien. Même si ça développe certaines intelligences. La sensibilité du jeune à la réaction des adultes. Faire intervenir la loi symbolique permet d'offrir aux jeunes... Bah, écoute, je vais m'arrêter là, parce que ça devient un peu difficile de tout parler. Ah, bon, non, j'y suis presque. Parce qu'en fait, il me reste qu'1 minute 30 de vidéo. Là, je passe ce point, t'iras le voir si ça t'intéresse. Je vais dire la conclusion. Rien de bien extraordinaire, finalement. Nous constatons donc à quel point l'association équilibrée du lien et de la loi de la part d'un adulte permet aux enfants blessés de donner du sens à leur souffrance et plus encore à leur existence. Mais au fond, n'est-ce pas aussi ce qui se passe dans les situations normales d'éducation? Bah, complètement. Car l'idéal pour l'enfant est bien de grandir auprès de parents affectueux mais qui instaurent des règles et les font respecter, comme l'ont montré de nombreuses études scientifiques. Ce qui nous montre qu'en fin de compte, les principes qui fondent la résilience n'ont rien d'extraordinaire, ce sont tout simplement ceux qui permettent à un enfant vivant dans un foyer normal d'être heureux. Jean-Marie Petit-Clair, qui travaille depuis de longues années auprès d'adolescents en difficulté, résume très bien cela lorsqu'il écrit que tout l'art éducatif repose dans cette conjugaison de l'amour et de la loi. Voilà, bah écoute, moi ça a été très intéressant pour moi, j'espère que ça t'a intéressé. Je te mets le lien en description. Je te mets le lien en description. N'hésite pas à te rajouter à mes contacts privés si tu souhaites recevoir des emails de ma part et de mes vidéos facecam que j'envoie par email. Donc dans le lien, je vais faire un lien. Si ça t'intéresse pas, bah tu passes et tu verras.
Tu auras accès à cette page-là qui est très très intéressante, qui pose vraiment question. Là, il reste 10 secondes, donc ça va couper. Je t'embrasse, prends soin de toi, like, partage, abonne-toi, tout ça. Je te fais des bisous, ciao.